Récemment, un de mes clients m'a avoué ceci. Il m'a dit « Régis, je ne sais pas si mon entreprise est rentable. Très honnêtement, je suis perdu. Je gagne de l'argent rentre, je le vois. Il y a également des charges, évidemment, et je n'arrive pas, en fait, à démêler toutes ces informations. Je ne sais pas si mon activité est rentable. Et si ça continue comme ça, je sens que je suis en train d'aller au casse-pipe. » Cette révélation choc, faite par lui-même, pourrait ou devrait, en principe, nous paraître complètement folle. On devrait se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça devrait être quelque chose de tellement rare que ça nous surprendrait. En réalité, il y a énormément de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui sont dans cette situation. Ceux qui le savent, c'est déjà un pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont même pas au courant en fait. Ils ne sont pas au courant de ce que leur business est dans un état critique et qu'ils devraient peut-être mettre les warnings, alors que autour d'eux, les choses semblent aller, on va dire, dans une certaine mesure, de façon convenable. Aujourd'hui, je vais aborder cette question et parler de ce point crucial. Comment savoir si son entreprise est rentable? Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Je pense que ça va de soi, mais on va en parler puisque beaucoup de gens sont encore dans cette situation assez bizarre. D'accord? Comment, en fait, pouvoir évaluer la rentabilité, la profitabilité, comme diraient certains, de son business? Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, ROC, de notre mantra, soyons rock. Les thématiques abordées sur cette chaîne sont des thématiques propulsives. Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, de mindset, d'éducation financière. Bref, on ne parle que de sujets qui vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Voilà pourquoi je te conseille vivement de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je veux évoquer justement la notion de rentabilité. Mais on ne va pas rentrer dans des notions comptables, hein. Non, ce n'est pas ça, ne vous en faites pas, il n'y a pas de cours de comptabilité au programme. Je veux attirer votre attention sur un certain nombre de choses et c'est important de comprendre ce dont nous allons parler. Donc prenez vraiment de quoi noter. Si vous êtes entrepreneur, chef de projet ou que vous avez l'ambition de lancer un business, ça vous permettra de développer, d'avoir les bons réflexes, de développer les bonnes habitudes avant qu'il ne soit éventuellement trop tard. Je ne vous le souhaite pas. Il y a une confusion basique que beaucoup de gens font. C'est la confusion entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, pour dire les choses simplement. Je veux commencer par ça. Quand on parle de chiffre d'affaires, il faut bien comprendre que ce n'est que la somme de vos ventes, des recettes générées par l'activité. Beaucoup de gens disent « moi je fais tel chiffre d'affaires, moi je fais tel nombre de centaines de millions de francs, moi je fais ci, moi je fais ça ». Que ce soit en millions, en milliards, en CFA, en euros, en dollars, peu importe, le principe est le même. Le chiffre d'affaires ne traduit pas la rentabilité d'une entreprise. Votre potentiel de rentabilité, c'est tout autre chose. Votre rentabilité n'a rien à voir avec le volume, d'accord, monétaire que votre business génère. Ce n'est pas du tout pareil. Vous pouvez réaliser 1 milliard de francs CFA et avoir 10, 20, 30 millions de marge, comme quelqu'un d'autre pourrait réaliser 50 millions de francs CFA et avoir 20, 30 millions ou plus de marge. Oui. Il y a des cas comme ça. Alors, le plus important, c'est déjà de comprendre ces concepts-là de façon basique. Votre chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de vos ventes. Je dis les choses vraiment simplement. Et une fois que vous avez enlevé toutes les charges, vous avez les marges. Quelle est votre marge brute? Je rappelle que j'utilise des termes simples pour que vous compreniez. La marge brute, ça va être ce qui reste une fois que vous avez dégagé toutes les charges. Vous avez payé les salaires, vous avez payé l'électricité, le loyer, tout ce que vous voulez. Vous avez une marge. Mais cette marge, il y a encore l'argent de l'État dedans. Hein. Ah, donc vous n'avez pas encore la marge nette, ce qui vous revient, ce qui revient à l'entreprise. Quand je dis vous revient, c'est pas vous directement, c'est l'entreprise d'abord. Il va falloir payer les impôts. C'est pour ça qu'on parle de bénéfices avant impôt, après impôt, etc. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez maintenant ce qui vous reste. Et ça, c'est ce qu'on peut considérer comme étant la marge nette.
Est-ce que ça vous revient à vous, entrepreneur? Ça dépendra de votre position au niveau des statuts. Hein. Est-ce que vous êtes actionnaire, majoritaire, minoritaire, unique? Est-ce que vous avez la capacité de vous verser des dividendes cette année-là ou est-ce qu'il faut plutôt attendre? Ça, ce sont d'autres considérations. Mais il faut comprendre déjà, dans un premier temps, qu'il y a une différence claire entre le chiffre d'affaires et tout ce qui est marge. Il y a la marge après production quand on enlève les coûts, il y a la marge après tout ce qui est coût administratif, charges fiscales, comme je viens de dire. Et ça, peu de gens font ce travail. Quand vous prenez un impôt comme la TVA, c'est un impôt que vous collectez au fur et à mesure que vous vendez, à moins d'en être exonéré. Mais au fur et à mesure que vous le collectez, vous devez être en train de le reverser. Et si vous ne faites pas attention, en fait, vous allez le confondre avec l'argent de l'entreprise. Vous allez penser que ça fait partie de votre trésorerie, vous allez faire des dépenses. Mais il faudra rembourser parce que c'est un impôt qui est dû à l'État. Et ça, c'est d'ailleurs un impôt avec lequel on ne badine pas. D'accord? Donc, vous devez déjà comprendre très clairement la différence entre tout ça. Les causes, généralement, qui entraînent toutes ces confusions, elles sont d'abord terminologiques. Je pense, de donner quand même des éléments pour que ceux qui n'avaient pas encore cette compréhension, ou encore pire, ceux qui savent quelle est la différence entre tout ça, mais l'ignorent, et ça c'est très grave et c'est pourtant fréquent, hein, les entrepreneurs qui connaissent bien ces différences, mais ils préfèrent gérer leur activité sans en tenir compte, c'est très grave. Au niveau de la terminologie, il faut bien comprendre, il y a des éléments de base. J'ai un chiffre d'affaires, quelles sont les recettes enregistrées, quel est mon chiffre d'affaires, quelle est ma marge brute, quelle est ma marge nette, quelle est ceci, quelle est cela. Il faut comprendre les choses clairement. Si vous avez un doute, vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous allez sur YouTube, etc. Ou vous vous faites coacher, vous vous faites accompagner, mais vous devez comprendre même si vous vous faites accompagner. C'est la première chose. Ensuite, il y a la gestion. Je viens de l'évoquer en filigrane. La gestion est assez souvent déficiente, c'est-à-dire que il n'y a pas de suivi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas un suivi régulier de ce qui rentre et ce qui sort. D'accord? Ils ne tiennent pas de compte. Parce que quand ils n'ont pas encore un service comptable ou un service financier bien fourni et solide, en raison peut-être du niveau de développement de leur activité ou par négligence, il y a des gens qui font des dizaines, même des centaines de millions et qui n'ont pas de service financier. Ils se font assister par un cabinet ou un prestataire externe, mais à certains niveaux, ce n'est plus suffisant parce que vous avez un tel volume qu'il faut un service interne pour au moins tenir les comptes. Et il y a donc cette gestion-là déficiente qui assez souvent va entraîner des difficultés dans l'appréciation de l'activité. Pour savoir si quelque chose est rentable, si un business fonctionne, il faut pouvoir évaluer ce qui rentre et ce qui sort. Ça, c'est le basique. Il y a d'autres considérations, évidemment, mais au moins ces deux éléments-là, c'est la base. Il y a un autre point, un autre aspect, une autre raison pour laquelle les gens tombent souvent dans le panneau, ce sont les coûts cachés. Les coûts cachés, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, ce sont tous ces coûts-là qui ne sont pas forcément vus tout de suite. D'accord? On ne les perçoit pas en direct. Vous faites par exemple pas mal d'appels, mais vous n'avez pas intégré ça dans les frais de prospection. Vous n'avez quasiment même pas de rubrique frais de prospection. Vous vous dites ça fait partie du business. Ok, seulement que quand vous faites de la prospection téléphonique, vous achetez du crédit téléphonique, vous faites des déplacements où vous envoyez des collaborateurs qui mettent de l'essence dans leur moto, etc. Ou vous-même, vous mettez de l'essence dans votre moto, dans votre voiture, ou vous prenez le bus, ou même le taxi, le Longo, peu importe. Dans tous les cas, il y a des coûts. Ça, ce sont des coûts cachés. Vous ne faites pas attention à ça et vous vous dites, oui, non, bon, de toute façon, moi, je vais gérer après. D'accord? Ce n'est que 300 francs que j'ai dépensé pour ça. C'est pas grave. Si, c'est grave de ne pas le considérer parce que 300 francs multipliés par combien sur l'année, regardez ce que ça peut faire. Et par principe, vous allez déséquilibrer complètement votre comptabilité si vous ne faites pas attention à suivre tout ça. Donc, il faut tenir ses comptes. Je vais vous donner quelques solutions tout à l'heure, mais il faut déjà comprendre d'où vient le mal. C'est hyper important. Il y a un autre point, ça va être le dernier que je vais aborder au niveau des causes, c'est une mauvaise anticipation. Lorsque vous n'êtes pas assez préparé, que vous ne faites pas les prévisions qu'il faut. Je prends par exemple les amortissements. Les gens jouent avec les amortissements et il y a des business dans lesquels ça ne pardonne pas. C'est dangereux de ne pas considérer les amortissements dans tous les business, mais pour certains business, c'est encore plus grave. Si vous avez des machines, par exemple, ou même des imprimantes, même une voiture dans votre entreprise, et que la dotation aux amortissements, vous vous dites, non, c'est sur le papier, mais moi, je ne vais pas être en train de laisser de l'argent dormir, là, on a besoin de sous pour se développer. Ok, vous prenez cet argent, vous vous développez, et 2-3 ans après, il faut changer la voiture, ou l'imprimante,
ou une autre machine, un autre matériel, et vous n'avez pas les fonds parce que vous avez utilisé cet argent, peut-être pour du développement, c'était peut-être avec une bonne intention, mais maintenant qu'il faut remplacer, vous faites comment? Ah, vous allez emprunter à la banque et payer de lourds intérêts pour quelque chose que vous auriez pu éviter. Donc la mauvaise anticipation, c'est ça. C'est également quand, par exemple, on ne prévoit pas tout ce qui est impôt. J'ai parlé de la TVA. Il y a d'autres impôts. On se dit, ok, j'ai telle somme, mais je ne prévois pas, je n'anticipe pas qu'une partie va aller aux impôts. Je n'ai pas fait d'estimation en fonction des différentes taxes auxquelles je dois faire face. Je n'ai pas cherché à bien prévoir tout ça pour savoir que des 30 millions que j'ai actuellement, il y a X millions qui iront aux impôts. Et donc, il vaut mieux que je n'y touche pas parce que dans 3, 4, 5, 6, 8 mois, etc., je vais devoir justement m'acquitter de mes taxes, de payer les impôts. Et bien finalement, j'ai pioché dedans, j'ai géré cet argent comme je voulais. Et au moment de payer, ça devient difficile. Et là, c'est un problème au niveau de vos flux de trésorerie. C'est un problème parce que vous aurez des problèmes de trésorerie par la suite. Vous avez utilisé de l'argent qui n'est pas à vous, qui est peut-être à l'État ou qui est censé servir pour autre chose. Et au moment où vous avez maintenant besoin de sous, puisque vous avez dû finalement payer les taxes ou autre chose avec de l'argent, mais la mauvaise anticipation fait que vous avez des problèmes de trésorerie. Votre tableau de trésorerie, si vous en avez, et je pense que si vous faites ces erreurs, c'est que vous n'en avez pas, eh bien, il devrait normalement vous permettre de voir combien vous avez réellement. Ce qui est en caisse, ce n'est pas ce que l'on possède. Ce qui est sur le compte ou sur les comptes bancaires, ce n'est pas ce que vous pouvez dépenser. Ce n'est pas l'intégralité qui vous appartient et que vous pouvez investir dans le business, et encore moins utiliser pour vous-même. Okay? Donc, il faut pouvoir comprendre ces choses-là et avoir une gestion assez saine. Quelles sont les solutions? Parlons maintenant des solutions. Parce que les problèmes, ils existent, hein, ils sont là, ils sont toujours présents. Mais quand il y a des solutions, il faut essayer de les adopter. La première chose, c'est quoi? C'est faire un audit régulier. Faire un audit surtout lorsque, par exemple, vous reprenez une affaire. Okay? Vous rachetez une affaire ou alors vous investissez dans une affaire si vous êtes au capital, vous êtes un associé, il faut pouvoir auditer les choses. D'accord? Vous pouvez également être tout seul, et c'est d'ailleurs sur ça que j'insiste. Ne pensez pas attendre de se retrouver dans une situation compliquée pour faire un audit. Non, l'audit doit être progressif. Vous devez faire un audit régulier. Si vous avez les moyens, faites-le annuellement. Si ce n'est pas le cas, même si c'est tous les 2 ans, certains le font à une périodicité beaucoup plus, on va dire, resserrée encore, hein, cadence plus rapide, parce que le but, c'est de se demander si les pratiques sont bonnes. On vient auditer, c'est-à-dire qu'on vient regarder, on va fouiller, on va inspecter, on va investiguer et se dire qu'est-ce que nous faisons bien, qu'est-ce que nous faisons mal. On va vérifier les comptes au niveau d'un audit interne, hein, c'est ça. On va vérifier les comptes également, les anomalies possibles. On va également faire un audit organisationnel par la même occasion, tant qu'à faire. Et ça permettra de fluidifier le travail, de fluidifier les différentes actions ou activités qu'il y a au sein de l'entreprise, les actions qui permettent de mener les activités, auditer tout ça et apporter des solutions. C'est extrêmement important. Et ça m'amène à parler du point suivant, les deux sont liés. Vous devez avoir un manuel de procédure. Il y a vraiment un problème à ce niveau. Les gens n'ont pas de manuel de procédure. Moi, j'ai, je pense, 9 clients sur 10 avec qui je travaille. Ils n'ont pas de manuel de procédure. Et ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a. On pense qu'il faut être une multinationale pour avoir un manuel de procédure. Bien sûr que non. Ça peut être un mini-manuel. Mais le manuel de procédure, c'est très important. Ça va vous permettre de standardiser la gestion et d'améliorer le contrôle de votre activité. Ok? On doit savoir que quand l'argent arrive, ça passe par la caisse. Ensuite, celui qui a la caisse, il remet à telle personne consigne dans tel document, il tient les comptes, il envoie à X qui va aller à la banque, il doit aller à la banque. Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Est-ce que c'est 1 fois par jour? Tout dépend de la nature de l'activité, tout dépend de tellement de facteurs, mais il faut avoir un manuel de procédure. C'est franchement ce qui vous permet de pouvoir avancer tranquillement. Même quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, surtout les activités, il y a un turnover important, comme la restauration par exemple. Vous n'avez pas à reformer chaque personne de façon fleuve. Non, la personne elle prend déjà le manuel de procédure, elle lit notamment les parties qui la concernent, mais l'ensemble idéalement pour comprendre comment fonctionne l'entreprise également et quelle est sa place dans le concert, d'accord, de l'entreprise. Et à ce moment-là, elle va appliquer.
C'est important. Quand les choses sont écrites noir sur blanc, personne ne peut dire après, je ne savais pas que ça se faisait comme ça ou que ça devait se passer comme ça. Et ça permet d'avoir un manuel de référence pour tout le monde dans la boîte. On peut se dire, ah, je vais voir qu'est-ce qui est prévu, est-ce que je l'ai bien fait ou est-ce qu'il a bien fait. Donc le manuel de procédure, c'est important et ça vient après un audit. Hein. Surtout si vous démarrez, vous lancez une activité, évidemment, vous mettez un manuel en place dès le début, ça va vous aider. Si vous n'avez pas fait que l'activité tourne déjà, faites un audit et ensuite ayez un manuel de procédure. Je ne saurais trop vous conseiller, en troisième point, de vous former. C'est extrêmement important. Se former à la gestion financière, c'est pas devenir un comptable. Je ne vous demande pas d'aller prendre des cours de compta ou de finance d'entreprise ou quoi, non. Mais vous devez connaître les notions basiques pour être en mesure de lire un bilan, de comprendre ce que votre bilan traduit. Quel est le message au niveau de vos états financiers quand vous les prenez? Est-ce que vous comprenez quand même ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez la situation de votre entreprise? Il faut avoir tenu les comptes convenablement, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas tout déléguer en se disant le comptable, les financiers, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, moi j'avance. Non, vous devez avoir une lecture précise, la plus précise possible de votre entreprise et de sa santé financière. Okay? Il ne faut pas être passionné uniquement par l'opérationnel ou le stratégique. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège-là. On aime l'opérationnel, on aime le stratégique. Ça dépend de chacun. Certains aiment plus le stratégique que l'opérationnel, pour d'autres, c'est l'inverse. Mais il ne faut pas oublier le financier. Le financier est dans le stratégique. Et le financier aide à prendre des décisions stratégiques, les bonnes décisions stratégiques, parce qu'on analyse des KPI, parce qu'on fait des interprétations, etc. Donc, intéressez-vous à cela, formez-vous et faites des recherches aussi pour vous tenir vraiment informé de tout ce qui évolue dans votre environnement, de l'avancée des choses, des mutations. Faites en sorte d'être à jour à ce niveau-là, c'est très important. Je finirai en vous disant ceci, utilisez soit les logiciels de gestion, soit... ou alors faites recours, j'allais dire, à un spécialiste, ok? Et ça va vous être utile. Soit un logiciel de gestion, soit un spécialiste. Quand je dis spécialiste, c'est en interne ou en externe. Donc des personnes qui vont vous aider au niveau de la gestion. Ça va être utile pour vous. Ça permet d'automatiser les choses avec un logiciel. Et quand c'est avec une personne ressource, eh ben, ça permet de crédibiliser le travail que l'on fait, de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de mauvaises notes, de fausses notes, pardon, de mauvais choix, de mauvaises options qui seraient prises. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est extrêmement important de comprendre la situation de son entreprise, de tenir les comptes, hein, tout simplement. Et même quand on est au tout début et qu'on est un solopreneur, il faut au moins avoir un fichier recettes-dépenses dans lequel vous conciliez ce qui rentre et ce qui sort pour avoir ne serait-ce qu'une analyse, on va dire, c'est vraiment les grandes lignes, d'accord? Et avoir de big picture, hein? Même si c'est biaisé, ça vous permet au moins d'avoir comme ça une idée de ce qui se passe, une trame générale qui va ensuite être affinée avec différentes techniques et différents outils. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, merci de nous avoir suivis. Partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, c'est interdit. Hein. Partagez-la, abonnez-vous surtout pour bénéficier davantage de ce type de contenu. Et je vous invite également à découvrir tout l'univers rock au niveau de la description. Vous verrez, il y a plusieurs liens qui vont vous mener vers les livres de développement personnel et de business que j'ai écrits. Il y a également des liens pour booker une séance de coaching avec moi si vous avez besoin d'être accompagné, d'accord, d'être conseillé. Vous pouvez donc booker cette séance. Vous pouvez également aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock, de la musique urbaine sur des thèmes de développement personnel. Il y a plein d'autres choses dans notre univers, telles que notre plateforme d'e-learning academyrock.com où vous avez la possibilité donc de vous former à vraiment diverses expertises et je vous invite donc à aller jeter un œil de ce côté-là. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais aussi, surtout au-delà de votre corps, de votre mind. Et rêvons, osons, créons, c'est un rock.